Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre troisième étape de cette université de la vie, intitulée ce soir « Une société à construire ». La perception du temps, le sentiment de son accélération induisent un besoin d'avoir du temps pour soi. Notre société vit souvent la dictature du temps réel. Et simultanément à cette sensation d'accélération, beaucoup expriment aussi la sensation d'un présent immobile, de ne pas avancer dans la vie. Un temps linéaire qui ne passe pas et dans lequel le futur ne s'ancre pas. L'importance du temps et de sa maîtrise est une préoccupation majeure. Une vie réussie, c'est avoir du temps libre, du temps pour soi, particulièrement pour les jeunes de 18-30 ans. Avec un certain sentiment d'urgence, la vie passe et n'attend pas. On ne vit qu'une fois, il faut que chaque jour compte. Un constat qui est partagé par 92% des 18-30 ans. La maternité, comme la paternité, comme l'amour aussi, s'inscrivent dans le temps long et demandent de pouvoir se projeter avec confiance dans l'avenir. Je voudrais explorer avec vous quelques-unes des réalités qui aujourd'hui pèsent tant sur la maternité et la paternité et dont nous sommes témoins dans notre service d'écoute. Les reconnaître, les regarder en face est une condition essentielle pour construire l'avenir. Notre société est traversée par un sentiment profond de vulnérabilité sociale. Ce sentiment est général, mais il touche particulièrement les jeunes et encore plus les 18-30 ans. Alors, 4 points majeurs. Le premier, c'est l'impression de vivre dans une époque malchanceuse, dure, difficile. Les attentats, la crise sanitaire, la crise climatique, la guerre en Europe, l'incertitude économique, la crise énergétique impactent durement la perception du bonheur. En 1999, 46% des 18-30 ans se disaient très heureux. En 2021, ils ne sont plus que 19%. Avec aussi des différences énormes selon le niveau social. 43% des jeunes privilégiés, mais seulement 12% des jeunes défavorisés. 3 fois plus qu'en 1999 se disent pas heureux. Par contre, ceux qui sont en couple sont 2 fois plus heureux que ceux qui ne le sont pas. 62% ont peur de l'avenir, 67% les femmes, avec le sentiment de ne pas avoir d'influence sur cet avenir, des doutes sur la capacité à changer les choses, les rendre possibles ou réalisables. Un fort sentiment d'impuissance. Bien loin de la jeunesse du tout est possible que ma génération a pu connaître. En 1999, 82% des 18-30 ans déclaraient qu'il était nécessaire d'avoir un idéal pour vivre, et ils sont 2 fois moins en 2021. Le deuxième point, c'est la vulnérabilité financière. Le contexte économique est largement perçu comme anxiogène. 85% des Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Ils étaient 71% en 2021. Et cela impacte fortement la capacité de se projeter, de s'engager dans l'avenir, de décider d'avoir un enfant. 42% des femmes qui ont accouché en 2021 vivent une inquiétude financière. 10% n'y arrivent pas ou difficilement. Un quart sont au chômage ou touchent le RSA. Les familles monoparentales, qui représentent un quart des familles françaises aujourd'hui, sont les plus pauvres. Et les femmes aux revenus les plus faibles ont plus souvent recours à l'IVG. La probabilité pour elles de vivre un avortement dans l'année est supérieure de 40% à celle des femmes qui ont un niveau de vie médian. Ce sentiment de vulnérabilité financière, il est largement vécu par les personnes qui s'adressent à nous. Nous rêvons d'avoir un enfant depuis longtemps, et si les conditions économiques et professionnelles avaient été différentes, la question ne se serait pas posée. Rationnellement, nous ne pouvons pas garder cet enfant. Mon cœur parle autrement. Et encore, je suis en apprentissage et mon contrat prend fin bientôt. Je n'ai aucun revenu et mon copain est à la recherche d'un emploi. Je souhaite vraiment le garder, mais comment puis-je vivre ? Troisième point, la vulnérabilité conjugale et affective. Il est de plus en plus difficile de bien saisir les contours de la conjugalité. Les statistiques mesurent les déclarations « je suis en couple ». Les couples peuvent être cohabitants ou non. Et on parle aussi de relations amoureuses importantes. Près d'1 million de couples se forment chaque année. Un quart par des mariages, un quart par de Pacs et la moitié en union libre. Et selon une étude de l'adresse parue en 2021, 46% des mariages se terminent par un divorce
et le nombre de séparations, tout type d'unions confondues, représente environ 425 000 couples par an. 8% des familles sont des familles recomposées et 25% des familles monoparentales. 18% des enfants et des jeunes de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale. En 2017, une relation de couple durait en moyenne 10 ans. Pour les millennials nés entre 1980 et 2000, elle dure à peine plus de 4 ans. Les relations s'écourtent et se succèdent. Le couple qui dure toute une vie n'est plus une évidence. Il en résulte souvent une aggravation des conditions de vie. Et l'infidélité est la première cause de séparation. La relation sexuelle est une condition de l'entrée dans une relation amoureuse, avec d'une manière générale cependant des attentes et des motivations qui sont restées différentes pour les hommes et les femmes. Les discours sur la contraception entretiennent l'illusion d'une maîtrise totale de la fécondité, l'avortement étant la solution aux échecs. 72% des femmes qui avortent utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Et 9% des femmes qui ont accouché en 2021 ont été enceintes sous contraception, 66 000 d'entre elles. Il faut mesurer aussi l'influence de la contraception sur les relations entre les hommes et les femmes. C'est aux femmes qu'incombe la lourde obligation de contrôler les conséquences de l'activité sexuelle. Et les hommes ont été dépossédés de la conscience de leur capacité permanente d'engendrement et de la responsabilité des conséquences de la relation sexuelle. Pendant longtemps, la pilule était investie d'une image féministe, et aller contre elle, c'était aller contre le droit des femmes. Une évolution est en train de se faire. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à rejeter la contraception hormonale et à chercher d'autres solutions, en particulier les méthodes naturelles, basées sur l'observation du cycle et respectueuses de leur corps et de la planète. Aujourd'hui, la part de la pilule dans la contraception a baissé. 74% en 2010, 63% en 2016, 52% en 2021. Invitation pour les hommes à s'adapter à ce rythme naturel. On observe aussi une dissociation toujours plus grande entre l'entrée dans la sexualité et l'entrée dans la conjugalité. Enfin, dernier point dans ce panorama de vulnérabilité sociale, c'est le poids des violences sexuelles. Des violences qui visent principalement les femmes. Le mouvement MeToo a été un détonateur de révélation pour dénoncer des actes graves de prédation sexuelle. Et les chiffres sont impressionnants. Une femme sur 26 violée au moins une fois au cours de sa vie. Une femme sur 7 agressée sexuellement au moins une fois. Et toutes les 6 minutes, une femme est victime de viol ou de tentative de viol. 94 000 femmes par an. Sans parler des actes de pédocriminalité qui visent les jeunes garçons. Tous ces actes abîment. Ils blessent profondément, durablement. Et ils contribuent au sentiment de vulnérabilité qui habite notre société. Leur dévoilement nécessaire s'accompagne aussi d'une radicalisation des discours féministes anti-hommes. Les pouvoirs publics se sont engagés dans la lutte contre les violences avec tout un dispositif pour écouter, accompagner, mettre à l'abri les femmes qui en ont besoin. Et depuis le premier confinement, un numéro spécial a aussi été ouvert pour les auteurs des violences. L'exposition à la pornographie est un vrai sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics, même si les choses n'avancent pas très vite dans ce domaine. 50% des jeunes qui ont vu un film porno considèrent que c'est la sexualité normale des adultes. D'abord, construire une éducation à la conjugalité et prendre soin des couples. Promouvoir une éducation affective et sexuelle qui intègre le consentement comme condition incontournable de la relation sexuelle et qui donne les repères nécessaires aux femmes comme aux hommes. 14% des filles déclarent que leur premier rapport n'était pas vraiment voulu, dont 1,5% qu'elles ont été forcées contre leur volonté. Et 16% disent qu'elles auraient préféré que le premier rapport ait lieu plus tard. Mais dire oui ou non, ça n'est pas si évident. Comment être sûr ? L'état psychologique dans lequel on se trouve, les pressions des autres, peuvent pousser à aller contre ses convictions et ses désirs. Il est aujourd'hui admis que le mode d'entrée dans la sexualité est en partie prédictif d'attitudes plus durables quant au nombre de partenaires et à la fidélité sexuelle, à la dissociation entre sentiments amoureux et activité sexuelle.
Développer pour tous les jeunes une éducation à la conjugalité. Une éducation dans laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes a toute sa place, mais une égalité dans la différence. Nous sommes une société immature sur ce sujet. Le combat pour l'égalité s'est construit sur l'abolition des différences. Et en ce qui concerne la maternité et la paternité, il est difficile d'en faire abstraction. Et pourtant, hommes et femmes sont bien souvent ignorants de ces différences. Différences quant à l'engagement dans une relation sexuelle, quant aux attentes dans une relation amoureuse. Différences quant à l'émergence du désir d'enfant, à l'accueil d'une grossesse et à l'entrée dans la maternité et la paternité. On ne devient pas père comme on devient mère. La jeunesse, ce temps long qui peut aller jusqu'à 30 ans, est clairement institué comme une période dans laquelle la reproduction n'a pas sa place. Une période pendant laquelle il est normal, souhaitable, de vivre une succession de relations sans engagement conjugal ni familial. La sexualité s'impose comme une pratique personnelle, fondamentale dans la construction de soi et un élément essentiel de l'épanouissement personnel, avec un déficit énorme dans la promotion et l'éducation qui en sont faites, des dimensions de rencontre, d'accueil de l'autre, de construction d'un couple. Les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes à considérer qu'on peut avoir une sexualité sans aimer. Et quand il n'y a pas de cohabitation, les femmes se disent, elles, 2 fois plus souvent en couple que les hommes. Il est de moins en moins fréquent que le premier partenaire devienne le futur conjoint. C'est le cas pour seulement une femme sur 5 et un homme sur 10 né après 1981. La construction du couple n'échappe pas à l'individualisation qui marque notre société. L'accomplissement personnel est une préoccupation de plus en plus présente. La dimension réalisatrice individuelle est aussi une condition du couple. Le je occupe une place importante à côté du nous. Cela passe pour les femmes par une aspiration à plus d'égalité dans le partage des charges du quotidien, qu'il s'agisse de la contraception, de l'organisation quotidienne de la vie commune, des soins et de la charge mentale des enfants. Et c'est un élément important de la relation du couple, l'équilibre de la relation. Les séparations naissent souvent d'un manque d'investissement commun, ensemble, dans la gestion du quotidien et des enfants. Accompagner les couples, et particulièrement pendant ces années si délicates et éprouvantes de la constitution d'une famille, est essentiel. Les hommes sont bien souvent les prescripteurs de l'avortement. Leur réaction violente et de rejet à l'annonce d'une grossesse imprévue est souvent aussi le signe d'un grand désarroi. Avec la contraception prise en charge par les femmes, ils ont complètement perdu de vue le lien entre une relation sexuelle et la possibilité d'une grossesse, d'un enfant. La relation peut créer la vie. Beaucoup ne l'ont pas envisagé. Les garçons, les hommes, ne sont pas préparés. Deuxième piste, construire les conditions de la maternité et de la paternité à l'âge de la fertilité. Le temps de la jeunesse est souvent marqué par une déconnexion entre sexualité et conjugalité, déconnectée de la réalité de la fertilité des femmes. Mais on observe qu'il est bien difficile de poursuivre une grossesse, de devenir parent quand on est étudiant par exemple. Faire un enfant pendant les études jeunes avec un compagnon récent, ce n'est pas idéal. Mon entourage n'est pas soutenant, mais plutôt jugeant. Malgré eux, je sens bien qu'ils ne font pas exprès et que cela manifeste juste de l'inquiétude. Mais moi aussi, je suis inquiète. Et malgré tout, c'est à moi de rassurer les autres sur mon avenir. J'ai peur d'être jugée, de ne pas réussir à finir mes études et à assumer cet enfant. Mon conjoint est étudiant également. Nous n'avons comme ressources que nos bourses et des petits boulots. On panique, vu notre situation d'étudiant. On sait que l'avortement nous marquera à vie. Bref, c'est dur. Les femmes de 20 à 29 ans sont les plus concernées par l'avortement. Alors que le taux moyen est de 15,5 pour 1000, il est de 25 pour 1000 pour les 20-24 ans, plus de 27 pour 1000, presque le double pour les 25-29 ans. Et les étudiantes représentent plus d'un quart des femmes qui ont interrompu pour la première fois une grossesse. 85% des grossesses imprévues qui arrivent pendant les études se terminent par un avortement. L'avortement peut être un signe, mais il est aussi un facteur de fragilité et de séparation des couples.
Soutenir la parentalité étudiante et les jeunes couples d'étudiants est une urgence, à la fois par un soutien financier, des bourses spéciales parents, un RSA couple étudiant, et par un accès au logement et à des modes de garde adaptés. L'enquête périnatale 2021 s'inquiète de la poursuite du report des naissances à des âges de plus en plus élevés, alors que l'on sait et l'on connaît les risques pour la mère et pour l'enfant qui augmentent de manière sensible avec l'âge des femmes. L'âge moyen des femmes à la première naissance était de presque 29 ans en 2019 et presque 31 ans pour les femmes diplômées du supérieur. Tous les spécialistes de l'infertilité s'accordent pour dire que la première cause d'infertilité, c'est l'âge. Enfin, troisième piste, reconstruire un vrai soutien social pour la grossesse et la maternité. La solitude des femmes enceintes ou des jeunes mères après l'accouchement est une vraie défaillance socioculturelle. C'est Boris Cyrulnik qui le dit. C'est dangereux d'être seul. Et il y a toute l'importance de l'entourage. Il faut un village pour élever un enfant. Réinventons le village. C'est la responsabilité de notre société tout entière de protéger de la violence, de la précarité, du stress professionnel, financier. Et c'est aussi la responsabilité des proches. Le dispositif des 1000 premiers jours, qui a été mis en place en 2021, vise à mieux répondre aux besoins et à mieux accompagner les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Prise de conscience que les femmes enceintes doivent se sentir soutenues et en sécurité. Le rôle du père est important. Quand les pères sont présents, les mères sont sécurisées. Et c'est tout le sens de l'allongement du congé paternité. Le vécu de la grossesse peut être difficile. 13% des femmes qui ont accouché en 2021 se sont senties plutôt mal psychologiquement pendant leur grossesse, 10% en 2016. Pour 15% d'entre elles, c'était une période difficile à vivre, avec un sentiment de solitude marqué pour 28%, une fatigue intense pour 73%. Près de 10% n'ont eu aucun soutien de leur entourage. Alors soutenir les femmes dans ce temps particulier de vulnérabilité, que sont la grossesse et les premiers temps de la maternité et de la vie avec un tout petit, apparaît particulièrement nécessaire. Pour différentes raisons, l'entourage familial ne remplit plus ce rôle. Il faut aujourd'hui inventer de nouvelles modalités pour répondre aux besoins, en particulier aux besoins de lien. Alors oui, il faut construire, insuffler confiance et espérance. C'est grâce à l'expérience de l'amour que chacun peut accéder à la confiance en soi. Prendre en compte ce sentiment de vulnérabilité qui touche tant de nos contemporains, et particulièrement les jeunes, et faire émerger des nouvelles solidarités, plus proches, plus intimes, pour sortir de l'isolement et relier. Répondre aux besoins vitaux de sécurité financière. Développer l'éducation affective plus que l'éducation sexuelle et lui associer une véritable éducation à la conjugalité. Accompagner les couples, accompagner les hommes, les prendre en compte, donner aux jeunes parents les moyens de devenir parents, créer les conditions d'un vrai soutien pour les femmes enceintes et les jeunes familles. Je vais poursuivre cette séquence de formation en abordant la question du corps et de la condition humaine et je vous propose que nous réfléchissions ensemble aux principes sur lesquels nous devrions penser la construction de notre société. J'aimerais réfléchir avec vous sur les manières dont nous percevons la réalité du corps humain et sur sa place dans la construction de notre société. Il y a quelques mois, j'ai rencontré des chercheurs en études de genre parmi ceux qui ont pignon sur rue, sur culture, sur médias, etc. Et nous avons échangé autour de cette question: qu'est-ce qu'un être humain ? Alors une sociologue a expliqué sérieusement: un être humain, c'est quelqu'un qui est né, qui est vivant depuis au moins 24 heures, et s'il survit, alors il devient un être humain rétroactivement depuis la veille. Alors devant nos mines un peu éberluées, elle s'est sentie invitée à prolonger sa pensée et elle a confié que sa conjointe avait été récemment enceinte par PMA, mais malheureusement elle avait fait une fausse couche. Alors devant cette triste évocation, cette expérience charnelle et concrète, je m'attendais à ce que la vie in utero ait pris pour elle une réalité différente de cette première idée qu'elle venait juste de nous partager.
Eh bien, pas du tout. Elle a évoqué la tristesse que toutes les deux avaient ressentie, mais elle s'est empressée d'ajouter que cette tristesse n'était pas liée à la perte de quoi que ce soit, ce n'était pas un être humain en tout cas, mais seulement parce que leur projet n'avait pas abouti. Alors à côté d'elle, la directrice du centre de recherche l'a quasiment applaudi, puis elle nous a donné sa propre réponse. Pour elle, un être humain est quelqu'un qui se définit lui-même comme être humain ou quelqu'un qui est défini par quelqu'un d'autre comme étant un être humain. Elle a précisé que si quelqu'un décide que son chien est un être humain, il est un être humain et que cela ne la gêne en rien. Il ne faut pas croire que ces modes de pensée soient isolés. Ils sont au contraire extrêmement répandus et même, je pense, assez caractéristiques de la modernité où l'homme croit tout créer, se créer lui-même et l'homme qui pense pouvoir décider de tout ce qu'il est et de ce que sont les autres. Un chien peut être un être humain si je le décrète ainsi. Alors j'ai posé ensuite une autre question. Pour vous, qu'est-ce qui est encore du domaine du donné et du reçu? Alors comme elle ne me comprenait pas, j'ai pris le premier exemple qui m'est venu, la nature ou la lune par exemple. Stupéfiante réponse, la lune, tout dépend de ce que vous en faites. Ce que je fais de la lune, moi, pas rien, à part la contempler ou subir les insomnies qu'elle induit. J'ai vraiment eu cette étrange sensation que nous ne parlions pas la même langue, comme si nous n'habitions pas la même réalité. Est-ce qu'on peut définir la lune par ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la fonction de quelque chose qui définit ce qu'est la chose? C'est un peu la même vision que sa collègue sur l'enfant à naître finalement. Si on se met dans une conception où la nature découle de la fonction, et si la fonction est projet parental, alors la grossesse n'est même plus pensée dans le sens de l'incarnation. Concevoir l'enfant comme un projet ne conduit plus seulement à le chosifier, mais à en dissoudre sa réalité dans une simple idée. Voilà, je crois, les pouvoirs magiques que se donne l'homme moderne, vaporiser la réalité. Utiliser la capacité du langage pour créer son propre univers dans lequel il devient le maître de la réalité et de la vie. Au fond, je crois, l'homme moderne, du haut de ses pouvoirs et savoirs, aimerait plier le monde à sa représentation. Il est aveuglé par ce qu'il croit être tout-puissant. Un peu orgueilleux aussi. Il a du mal à n'être qu'une créature. Il aimerait bien être son propre créateur. C'est le rêve, le projet de l'homme autoconstruit. Et je pense que 3 éléments alimentent cette tentation. D'abord, la coupure, avec toute forme de transcendance. Ensuite, le fait que nous vivions trop souvent coupés de la nature. Et enfin, les biotechnologies, qui nous donnent aujourd'hui des pouvoirs immenses et inédits. Ce n'est plus de la science-fiction, les premiers bébés génétiquement modifiés sont déjà nés. Nous avons la capacité de créer la vie humaine de toutes pièces en laboratoire, de modifier le message du commencement de la vie, l'ADN, et de modifier notre propre nature humaine. Cette autoconstruction va très loin. Nous sommes dans l'ère de la liberté d'autodétermination qui postule qu'on peut décider de tout ce qu'on est et prétendre que cela est vrai. Il y a des idéologies aujourd'hui qui se fondent sur un quasi sacro-saint ressenti personnel. Évidemment, bien sûr que le ressenti existe et il compte. Il y a même des réalités qu'on ne comprend totalement qu'en les ayant vécues ou ressenties parce que, évidemment, expérience et connaissance sont en dialogue. Mais ce que nous ressentons ne dit pas tout de ce que nous sommes. Mon ressenti seul ne dit pas tout de ce que je suis. Et pourtant, en son nom, ce nom de ressenti, on vote
aujourd'hui de nouveaux droits, coupés de toute autre considération. Je pense par exemple au changement de patronyme ou de sexe à l'état civil, ou aussi aux filiations d'intention des enfants qui sont nés de GPA. Cette idéologie contemporaine affirme que le corps doit se taire et qu'on peut se passer de la réalité biologique de la différence sexuelle entre les hommes et les femmes au profit de singularités choisies et fondées sur le seul ressenti et non sur une vérité de l'être. Dans cette confusion générale sur ce qu'est un homme, une femme, un être humain, on observe aussi des personnes qui émergent, qui se présentent comme xénogenrés, c'est-à-dire qu'ils ne se considèrent même plus comme appartenant au genre humain. Et certains donc n'hésitent même pas à transformer leur corps pour se donner une autre morphologie que la leur, évidemment la leur qui est celle d'un être humain. Leur volonté a tranché. Ils se présentent au monde comme étant un elfe, une couleur, un objet, un animal. L'absurde de ce raisonnement est que seul un être humain est en mesure de dire de lui-même qu'il pense ne pas en être un. La nature humaine a des limites. Ces limites ont toujours un peu dérangé, voire frustré l'homme. Et si l'homme les considère, ces limites, comme des injustices, alors il sera tenté de les transgresser. Et c'est comme ça qu'on arrive au transhumanisme, une sorte de nouvelle religion qui prétend dépasser, augmenter l'homme par les technologies médicales, génétiques, cognitives, informatiques, etc. Et cette idéologie, au fond, elle se fonde sur un mépris de la condition humaine qu'elle juge limitée, obsolète, mortelle, qui plus est. Changer notre nature pour nous adapter au monde et non l'inverse, c'est en réalité la forme la plus profonde d'aliénation. Et ça nous détourne d'une réflexion critique sur le monde et ça tue tout désir de progrès social et politique. Alors qu'est-ce qui a conduit à ces modes de pensée ? Eh bien d'abord, je crois, le fait de considérer la nature et la vie de manière purement fonctionnelle, c'est-à-dire de regarder nos corps, le corps humain, comme une machine élaborée et de le regarder par ses seules fonctions biologiques. Notre culture aussi est profondément marquée par une vision qui a construit une séparation presque étanche entre le corps et l'esprit, ou la volonté, et où l'homme serait aussi comme amputé de son âme. Au fond, la modernité s'est évertuée à se couper de toute transcendance, à penser le monde dans une raison close. Sans transcendance, on ne considère plus rien comme reçu ou comme un don. Ni la création, ni la lune, ni notre corps. Si bien que tout, mais aussi bien la nature que la nature humaine, n'est vu que comme un tas de choses à notre disposition. Quand disparaît la logique du don, elle laisse vite place à celle de la domination. Et c'est pour ça que la vie n'est plus une inestimable réalité confiée à la responsabilité humaine, mais une chose que l'homme peut manipuler et dont il revendique aussi la pleine propriété. Et c'est vrai pour la manière dont on a exploité la nature, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous convoque à une profonde conversion écologique. Mais c'est vrai aussi pour la vie et l'être humain, parfois exploité. La marchandisation du corps qui se répand transforme profondément notre regard. On peut penser tout simplement à l'exploitation des embryons, des gamètes ou également des mères porteuses. Les prismes techniques et scientifiques modifient aussi notre regard sur l'être humain. Je prendrai l'exemple des extraordinaires et bénéfiques découvertes sur l'ADN que nous avons fait, qui ont participé à résumer l'être humain à son code-barre génétique. On a cru à un moment à une forme de déterminisme génétique. Et ça, aujourd'hui, ça se concrétise dans la manière dont sont promus les diagnostics préimplantatoires qui sont pratiqués sur les embryons
in vitro et qui, au fond, réduisent l'être humain au début de sa vie à son code-barre génétique ou à son cariotype. La technique s'impose plus particulièrement aussi sur le corps des femmes. Et au motif de la libérer, eh bien, la technique prend de multiples façons le contrôle du corps de la femme, en particulier en lien avec la fertilité, sa fertilité, et avec sa singularité de pouvoir donner la vie. On vient par exemple juste de parler de la question emblématique de l'octoconservation des ovocytes. On essaye de défendre tant bien que mal l'égalité, qui est évidemment bien nécessaire, en tout cas du point de vue de la dignité, de la responsabilité et aussi des droits, mais cela se fait parfois au prix de l'effacement de la réalité du corps de la femme. Notre société s'est construite par exemple autour d'impératifs professionnels et économiques qui peuvent s'avérer difficilement compatibles avec les meilleurs temps de la fécondité féminine. Il faut défendre la place de la femme, mais pas d'une femme désincarnée. Et on baigne dans des slogans ambigus comme le droit à disposer de son corps. Et bien qu'on le veuille ou non, tout ça, ça pollue nos esprits, comme si le corps était une chose un peu à côté et dont on dispose, et pas la personne elle-même. On n'a pas un corps, on est un corps. On peut dire « je suis mon corps », et même évidemment bien plus que cela. Mais c'est vrai qu'il n'y a que notre corps, au fond, qui soit une réalité matérielle, concrète, tangible, sensible. Et souvent, et c'est normal, nous pensons la réalité comme étant seulement la matérialité. Mais la réalité, c'est plus que cela. Et croire que nous sommes un amas de cellules, un amoncellement de pièces détachées qui deviennent des ressources interchangeables, certes, qui fonctionnent plutôt bien ensemble, le tout commandé par un ordinateur assez élaboré, mais dont la seule connexion nécessaire est d'être connecté à lui-même, tout cela, je crois, relève du summum de l'ignorance que l'homme a de lui-même. L'homme ne se définit pas seulement par ses composants. La vie ne naît pas de la matière, mais c'est un principe de vie, d'abord, qui anime la matière. Et cette vie, ce corps, on le reçoit, ou plutôt on se reçoit, en venant au monde. Et il faut bien apprendre à vivre avec lui, ou plutôt en lui, à nous réconcilier avec lui aussi quand on est blessé, fragile, quand on ne le comprend pas, ou qu'il garde en mémoire des traces de souffrance, ou quand on ne peut pas porter la vie. Toute notre vie passe par lui. C'est le corps de nos vies. Je crois qu'on observe une immense prise de conscience, et il était temps, des drames abominables derrière les abus sexuels, derrière l'inceste ou les ravages portés au corps et à l'esprit par la pornographie, par la prostitution. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est la protection de toute la personne, du corps, mais bien sûr aussi du psychisme, de l'affect, des sentiments, de l'esprit, de l'âme, bref, de la personne tout entière, car en réalité, tout est lié. Je crois que nous avons besoin de progresser dans notre compréhension de la personne humaine, de mieux la considérer dans la réalité de sa globalité, dans sa singularité et dans son unité. Au fond, eugénisme et transhumanisme et tous les écueils que j'ai pu mentionner, toutes ont les mêmes racines, un refus de la condition humaine. Mais aussi l'obsession de la performance et de l'autonomie absolue. Ce sont des mythes, les mythes comme celui du corps parfait. Nous sommes par exemple tous génétiquement imparfaits, mais nous sommes surtout génétiquement uniques et vulnérables. La vulnérabilité fait partie de la vie. Pourtant, aujourd'hui, la vie est de plus en plus soumise à condition, remise en question quand elle s'annonce vulnérable à son commencement ou qu'elle semble le devenir à son achèvement. Mais quelle folie que de mettre la vie sous condition à cause de notre commune vulnérabilité, alors que celle-ci
est la condition même de la vie. On peut dire bienheureuse vulnérabilité puisque seul ce qui est vivant est vulnérable. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une immense soif et un immense besoin de repenser la condition humaine comme étant une bonne nouvelle, comme étant la condition même de la vie. Mais évidemment, sans oublier qu'il est juste d'œuvrer à améliorer les conditions de son épanouissement, qu'il est juste aussi de travailler pour progresser aussi bien dans les connaissances qui explorent la merveille du corps humain que dans tous les moyens qui permettent d'en prendre soin. Et je pense que c'est en partant de la condition humaine qu'il faut penser les principes qui construisent la société. Hommes et femmes, uniques et singuliers, avec des temps particuliers, dans l'unité des êtres incarnés, corps, âme, esprit. On sent bien que notre société est en quête d'une vision intégrale de la personne et que cette vision intégrale est la plus cohérente qu'il soit. Ce qu'il nous faut retrouver et cultiver, c'est le sens du don, c'est l'accueil de l'imprévisible et contre la domination et contre la manipulation, encourager la considération et la contemplation. Ce qu'il nous faut retrouver et cultiver pour nous-mêmes et pour les autres, c'est la grâce de l'émerveillement. Axel Hibert, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre grand témoin ce soir. Merci Blanche. Alors Axel, vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute auprès de personnes et de familles en difficulté ou également en deuil. Vous accompagnez aussi des personnes aidantes. Tout voilà. à fait. Et vous aussi, Axel, vous êtes veuve depuis 9 ans déjà. Voilà, vous avez perdu votre mari, Léonard, qui est mort de la maladie de Charcot. Et vous nous témoignez de ce chemin dans ce très beau livre « Si je ne peux plus marcher, je courrai », voilà, qui est une phrase de Léonard. Exactement. Et qui a été publié chez MAM il y a quelques années. Alors, Axel, la première question que je voudrais vous poser, c'est quand un diagnostic d'une maladie comme ça tombe, est-ce que finalement pour vous, ça a été compliqué de plonger dans cette douloureuse réalité ? Alors pour nous, pas du tout, parce qu'en fait, on n'a pas du tout compris que le diagnostic vital était engagé. Le médecin qui a annoncé à Léonard qu'il était atteint de cette maladie de Charcot lui a dit qu'il avait une forme atypique. Et voilà, donc nous, on ne connaissait pas le nom de la maladie, on ne connaissait rien de cette maladie. Et on a également suivi le conseil du médecin qui était de ne pas aller voir Internet. Je pense qu'il y a aussi eu une forme de déni et ce déni nous a aussi très certainement protégés. Une forme de déni qui vous a conduit à comprendre petit à petit finalement ce qui était en train de se passer. Oui, d'accord. Exactement. On a compris en lisant parfois dans le regard des autres qui, eux, avaient pu aller consulter ce qu'il en était de la réalité de cette maladie. D'accord. C'est beaucoup les autres et les événements qui petit à petit vous ont amené à accueillir. Exactement. Cela. Oui, d'accord. C'est ça. On a quand même vu que la maladie progressait, mais je dirais la première année qui a suivi le diagnostic, les choses étaient encore à un niveau correct pour Léonard, qui avait dans un premier temps perdu l'usage un peu de la dextérité. Donc lui qui aimait jouer du violoncelle, ça avait été sa première difficulté. Et puis peu à peu, il a perdu la mobilité des bras, des jambes. Et ensuite de la déglutition. La parole a été également atteinte. Et pour finir, la respiration. Et Léonard est mort donc il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Et alors, est-ce que finalement cette maladie qui est évolutive, qui a conduit Léonard à diminuer petit à petit, est-ce que perdre, vous parliez du violoncelle par exemple, perdre petit à petit son indépendance, est-ce que ça s'est fait
pour lui dans la paix ou dans une révolte? En fait, Léonard avait un caractère très étonnant parce qu'il avait cette faculté à accepter les pertes, les renoncements dans l'instant. Voilà, il disait bah, c'est comme ça, donc je l'accepte. Pour moi, ça a été plus difficile. Et donc moi, je suis passée par un peu toutes les étapes d'un pré-deuil, en fait. Donc tout ce tsunami émotionnel, oui, je l'ai vécu, je l'ai traversé. Je me souviens avoir pu éprouver de la colère. Je me souviens avoir pu avoir peur, bien sûr. Il y a eu un moment où j'ai compris que j'allais devenir veuve. Et j'ai traversé cela et j'ai eu comme soutien l'humour de Léonard. Je dis bien l'humour et non pas l'ironie ou le sarcasme. Ça m'a protégée, ça m'a aidée. Et puis moi, je pense que peut-être mon côté à pouvoir anticiper, à pouvoir prévoir un peu les choses, a pu l'aider, lui, à anticiper ce qui devait l'être. Et est-ce que vous étiez beaucoup dans cette anticipation, à imaginer ce qu'allait être demain, l'avenir, ou est-ce qu'on se met plus en mode un peu au jour le jour? Oui, ça c'est aussi une chose qui a pu beaucoup nous aider, c'est de se dire on va essayer d'anticiper ce qui peut l'être, ce qui doit l'être, mais on va tout faire pour vivre le présent. Sachant en plus que lors du diagnostic, le médecin, la neurologue, nous avait dit que dans 10% des cas, la maladie cessait d'évoluer. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, nous, on va peut-être faire partie de ces 10%-là. Donc, on s'est répété ça. On s'ancrait aussi dans une phrase qu'on avait entendue au début de notre mariage, qui était « J'ai beaucoup souffert de mots, M-A-U-X, qui ne me sont jamais arrivés ». Et donc, on s'est dit, bah, peut-être que nous, les pires mots, on ne va pas les connaître. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Vivons le présent. Et advienne que pourra. Donc ça a été quand même un peu une colonne vertébrale. Et c'est encore pour moi une ressource. Ça fait partie aussi de l'héritage de Léonard, qui d'ailleurs m'avait dit, au lendemain d'une chute qu'il avait faite, je lui dis, mais Léonard, comment on va faire si tu ne peux plus marcher ? Et il m'avait répondu, mais si je ne peux plus marcher, eh bien je courrai. Voilà. Donc c'était une blague qu'il faisait quand les enfants étaient petits, mais là, la blague, elle prenait tout son sens. Et moi, j'ai vécu ça comme une invitation à vivre le présent et un peu à courir le risque du bonheur, le risque de l'espérance, mais pas comme une fuite, mais vraiment, bah, on vit le présent et la vie est dure, on est affecté par une terrible souffrance. La maladie de Charcot, c'est vraiment une maladie qui est terrible. Mais malgré tout, il y a des belles choses et il y a parfois des choses toutes simples, un peu les mille et une joies du quotidien. Donc ça peut être une belle lumière que vous admirez, ça peut être le sourire de quelqu'un, d'une personne qui va vous aider, les rires des enfants. Et, en fait, donc c'est vraiment la joie d'accueillir le beau aussi dans la vie, de la relation, du beau de la nature, du beau de ce qui vous est donné, malgré toute la difficulté. En fait, pour moi, c'est très important de pouvoir dire que en même temps, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile et en même temps, il y a des belles choses. Il y a encore des choses à vivre. Il y a encore des belles choses à vivre, à donner, des belles choses à recevoir. Qu'est-ce qui vous a le plus édifié chez votre mari pendant ces années de maladie et aussi chez vos enfants, qui étaient jeunes, mais... Ce qui m'a le plus édifié, ça a été son sourire. Ça a été le fait que jamais il ne se soit plaint. J'en atteste, Léonard ne s'est jamais plaint. Il prenait donc les renoncements à faire, il les faisait comme, facilement. Je ne sais pas s'il les faisait facilement, mais en tout cas, il les faisait avec le sourire et dans l'acceptation, en consentant à la perte. Ça c'est aussi quelque chose de très édifiant, c'est de se dire j'accepte de perdre quelque chose, j'accepte de perdre quelqu'un. Et dans une société où on est un peu souvent à vouloir dans la maîtrise. battre, combattre, à vouloir maîtriser, à vouloir gagner, se dire je consens à la perte. Oui, ça a été une très belle leçon. Une autre fois, quand il avait la voix qui commençait à être très atteinte, et je lui avais dit mais comment on va faire si tu peux plus parler? Et alors là, je vous le donne en mille.
il me répond, mais si je ne peux plus parler, eh bien je chanterai. Alors, autant la blague, si je peux plus marcher, je courrais, je m'y attendais, mais autant je chanterai. Je me suis dit, ce mec. Ça vous agaçait pas? Parce que c'est quand même complètement utopique. Non, cette acceptation qu'il avait, ça m'a pas agacée parce que ça m'a aidé. Cet humour qu'il avait, ça a pu m'aider. En revanche, ce qui a pu parfois m'agacer, c'est ou me gêner, c'est peut-être, je dirais, un certain manque de communication sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il ressentait. J'aurais aussi aimé pouvoir aborder le sujet de la mort. Dont on savait que elle se tapissait là, mais prête à Vous n'avez pas pu parler de la mort tous les deux? On a pu en parler que dans ces derniers jours, juste avant qu'il ne rentre dans son agonie. D'accord. Oui. Il éludait la question. Je crois qu'il l'éludait aussi parce que il voulait vraiment vivre ce présent et qu'il se disait peut-être que la maladie va se stabiliser. Quelques jours avant sa mort, le médecin qui s'occupait de Léonard, le pneumologue, est venu nous voir et nous a fait comprendre de façon très claire qu'il n'y avait plus rien à faire et que tout avait été fait et qu'il nous fallait consentir à la mort. Et en fait, j'ai été heureuse, mais foncièrement heureuse d'avoir eu cette discussion, d'avoir entendu ces paroles. Ça a pu être aussi l'occasion d'une discussion avec Léonard et moi. Quand je dis discussion, c'était un peu limité du côté de Léonard parce qu'à ce moment-là, donc il était hospitalisé, et il allait très mal. Il devait peser 35 kilos pour 1,85 m. Donc on discutait, il parlait avec les yeux. Et donc moi je devais décoder avec un alphabet, donc ça a été un peu éprouvant, mais en tout cas sa position a été très claire. Et Léonard a pu exprimer qu'il n'avait pas peur de la mort. Ça a été aussi quelque chose qui a été très beau pour moi, d'entendre, de le voir vivre. Apaisant. Ouais. Ça a été apaisant et s'il n'avait pas peur de la mort, il avait peur de nous laisser. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, c'est toute la complexité encore une fois de la vie. C'est que, oui, je suis dans une certaine ambivalence. Je peux avoir peur de laisser ma famille, mon épouse et mes enfants, et je n'ai pas peur de ce qui m'attend, je n'ai pas peur de cette traversée. Et du coup, pour moi, ça a été très aidant aussi. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de dire que moi non plus, je n'ai pas peur de la mort, et que d'avoir côtoyé la mort de si près, eh bien, rehausse le goût de la vie. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un dernier petit conseil pour ceux qui peut-être seraient dans la phase où ils découvrent l'arrivée d'un événement grave, d'une maladie? Oui, alors peut-être accepter de plonger au cœur des émotions, accepter de traverser ce qui a traversé. Cette traversée, elle se fera. Et elle se fera d'autant mieux que donc on pourra être aidé, que l'on saura demander de l'aide. Mais accepter d'y aller et d'y plonger. Accepter d'être dans le réel, finalement. Exactement. Ouais. Je serais heureuse de conclure avec ces paroles de Léonard. Si je ne peux plus marcher, je courrai. Si je ne peux plus parler, je chanterai. Si je guéris, on continue. Et si je ne guéris pas, on continue aussi. On continue, c'est devenu un peu votre slogan à votre famille, à vos enfants, n'est-ce pas? On continue. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci.